je voudrais dire aussi que je me sens tout à fait humble après les témoignages qui viennent d'être portés. Et j'espère que ma parole ne sera pas trop institutionnelle et froide. Je suis donc très, très heureux d'être parmi vous pour cette première université d'été Alzheimer éthique et société qui marque un temps fort de la réflexion éthique engagée dans le cadre du 3e plan Alzheimer. Grâce aux efforts des équipes marseillaises et parisiennes de l'EREMA, je suis certain que nous allons tous tirer de riches enseignements de ces 2 journées. Et je me réjouis que la Fondation Médéric Alzheimer soit, avec l'Union France Alzheimer, un des grands partenaires de l'EREMA. Nous partageons en effet avec France Alzheimer, avec le professeur Emmanuel Hirsch, la conviction que si l'éthique ne peut se passer d'une indispensable réflexion théorique, elle doit absolument se confronter aux réalités quotidiennes et s'incarner dans les pratiques concrètes des acteurs, de tous les acteurs. En matière d'éthique, notre conviction fondamentale à la Fondation est que la personne malade doit être au cœur de son accompagnement. C'est une expression un peu tarabiscotée, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pour nous, cela implique de donner aux personnes malades l'opportunité et les moyens de s'exprimer à la première personne. Ça signifie ne pas disqualifier ou relativiser par avance tout ce qu'elles peuvent dire et signifier. Bref, il s'agit d'accorder aux personnes malades une présomption de compétence, de capacité à décider. C'est ce qu'ont fait par exemple le professeur Ménard et Madame Lussmann en conviant et en écoutant des personnes malades dans les groupes de travail du plan Alzheimer. Dans le même esprit, notre fondation soutient depuis de nombreuses années des recherches et des initiatives locales qui visent à faire émerger la parole des personnes, à faire entendre leur voix. Nous essayons aussi, chaque fois que c'est possible, de leur ouvrir nos colonnes. À ce propos, je me réjouis ici de la présence de Blandine Prévost, qui nous a fait l'amitié de contribuer avec Fabienne Piel au numéro de notre lettre de l'Observatoire sur l'hébergement des malades jeunes, qui va paraître dans quelques jours. La conviction que la personne malade doit être au cœur de son accompagnement repose pour nous sur 2 postulats. Le premier, c'est le respect de la personne en sa qualité d'être humain. Une personne malade, quelles que soient ses difficultés, reste toujours digne de respect. Elle est digne par essence du simple fait qu'elle est une personne humaine. Elle n'est pas digne du fait de ses capacités, de son intelligence ou de ses facultés relationnelles. La question n'est donc pas de savoir comment préserver sa dignité, puisque cette dignité est inaliénable. La vraie question est de savoir si nous, qui accompagnons la personne malade, allons nous montrer dignes ou indignes. Si nous allons prendre soin d'elle avec sollicitude et tendresse, comme on l'a dit tout à l'heure, et si nous allons essayer de lui assurer, malgré tout, une vie bonne. Aussi, au contraire, nous allons faillir à l'impératif de solidarité et faire comme si elle n'appartenait déjà plus totalement à la communauté des humains. Le deuxième postulat est la qualité de vie de la personne, son bien-être, mais aussi sa capacité à communiquer, qui, à nos yeux, dépendent pour beaucoup de la qualité du soutien prodigué par l'entourage et plus largement de l'environnement matériel et humain. Il n'est pas exact que la maladie d'Alzheimer conduise à une perte inexorable de la relation, de la qualité de vie, de l'identité. On peut maintenir et parfois même améliorer le confort de vie des personnes en améliorant cet environnement. On s'aperçoit alors qu'il y a souvent une capacité rémanente, durable, résistante de la personne malade à communiquer, à vivre, à aimer, bref, à accéder à une bonne vie. Je voudrais, dans ce contexte, souligner le rôle, encore rarement évoqué, du bénévole d'accompagnement, qui, à nos yeux, est le 4e acteur, incontournable, je crois, à côté des malades, des familles et des professionnels. Je n'en dis pas plus et vous invite à venir assister au colloque que nous organisons le 20 septembre à Paris sur le bénévolat et la maladie d'Alzheimer. En conclusion de cette brève introduction, je voudrais revenir à l'intitulé de cette université d'été, choisir et décider ensemble, et m'arrêter un instant sur ce beau mot, ensemble. Il m'évoque trois choses, il en évoque bien d'autres, mais j'ai retenu ces 3-là. Tout d'abord, décider ensemble, prémunis contre la tentation d'un individu qui prétendrait décider seul de ce qui est juste en s'affranchissant de la loi, c'est-à-dire de la règle commune. Pour moi, l'éthique, pas plus que la déontologie, ne peut ignorer la loi.
La loi peut prévoir une clause de conscience, la loi peut être amendée, modifiée, abrogée. Mais tant qu'elle est en vigueur, elle s'applique à tous. Le mot « ensemble » m'évoque aussi l'idée d'un juste concours, ça a été évoqué tout à l'heure par Mme Dessana, même en filigrane. Le mot « ensemble » m'évoque aussi l'idée d'un juste concours des acteurs, de tous les acteurs dans la prise en charge, la prise en soin des personnes malades. Devant une réalité aussi complexe, aussi mouvante que la maladie d'Alzheimer ou la personne malade, on ne peut se priver d'aucune compétence. Il convient donc que tous les intervenants trouvent leur place dans cette prise en charge et puissent apporter le trésor de leur savoir, de leur expérience et de leur engagement. Privilégier certaines compétences et en négliger d'autres, au nom d'une hiérarchie implicite, par exemple entre la recherche et le terrain, ou entre le sanitaire et le médico-social, est toujours une erreur. La maladie d'Alzheimer appelle une approche globale où la contribution de tous les partenaires de la prise en charge est nécessaire et doit être reconnue. Permettre à tous les intervenants à tous les acteurs d'avoir voix au chapitre permet en outre de partager la responsabilité de la décision. Dans le contexte qui nous occupe, des décisions à prendre sont parfois tellement lourdes, tellement complexes qu'il faut avoir l'humilité de faire confiance et de s'en remettre pour une part, sans se démettre, de s'en remettre partiellement aux autres, étant entendu que la décision collégiale n'exonère pas les individus de leurs responsabilités, mais les solidarise dans un choix collectivement assumé. Le mot « ensemble » m'évoque enfin, sans recherche aucune d'un effet de mode, m'évoque enfin l'idée de diversité. Comme le rappelle souvent Mme Catherine Olivet, ce qu'on appelle les malades d'Alzheimer sont extrêmement divers, pas seulement parce que leur personnalité, leur pathologie le sont. Ils sont aussi divers parce qu'ils appartiennent à des groupes, à des communautés différentes. Communautés de langue, d'histoire, de culture, de mœurs, de croyances, je dirais même plutôt de religion en l'occurrence, de métiers, d'affinités. Or, selon ces divers cercles, ces divers groupes, ces diverses communautés, il y a des manières différentes, il peut y avoir des manières différentes, très différentes, de concevoir, de prendre en charge et de vivre avec les malades et la maladie d'Alzheimer. Il y a en effet, si je puis dire, un bon et un mauvais usage du lien communautaire, de l'appartenance au groupe. L'appartenance peut isoler ou elle peut intégrer. Elle peut gêner ou faciliter la prise en charge. Elle peut renforcer les effets délétères de la maladie ou permettre de mieux vivre avec elle. Généralement, elle fait les deux. C'est pourquoi je pense que, bien qu'elle soit encore trop rarement adoptée en France, pour de multiples raisons, une approche communautaire dans le sens large que j'ai évoqué tout à l'heure pourrait être un atout, un réel atout pour comprendre mieux et mieux accompagner les malades. En tout cas, cette approche participe de la revendication de l'identité complexe, riche, non réductible à la pathologie de ces malades qui demeurent des personnes avec qui choisir et décider. Je vous remercie.